Eh bien, rebonjour ou bonjour à celles et ceux qui viennent de nous rejoindre pour cette deuxième table ronde, qui est vraiment une rencontre, hein, comme on l'a dit. Comme on l'a dit. Alors peut-être que ces messieurs peuvent discuter. On va attendre qu'ils parlent d'eux-mêmes, peut-être. Non, mais restez là si vous le souhaitez, avec plaisir. Donc, oui, cette journée professionnelle a pour vocation à réellement être un temps d'échange, hein, ouais, vous faites comme vous voulez. En termes de masque, je me mets extrêmement loin de vous, car j'ai peur. Après, vraiment, faites comme vous le souhaitez. Donc, rencontres professionnelles qui portent vraiment leur nom, c'est-à-dire qu'on souhaite vraiment que ce soit l'occasion d'échanges entre soit des porteurs et des porteuses de projets qui ont cette occasion que nous fabriquons avec ce festival, donc d'échanger avec des professionnels juridiques, sur le plan juridique, mais également sur le plan de l'accompagnement et le soutien, ce qu'on peut appeler la subvention, car nous sommes en France. Donc toutes ces questions-là méritent d'être auscultées et d'être posées avec le prisme qui est le nôtre avec notre festival, qui est donc le documentaire musical. Donc c'est un exercice à la fois général, habituel pour vous, et peut-être un peu spécifique, singulier et spécifique pour vous, qui est d'orienter ce que vous pouvez dire sur ces différents aspects à l'aune de ce que nous faisons avec ce festival. Alors, je vais commencer d'abord par vous présenter, ça sera plus simple. Guillaume Toulon, vous êtes responsable juridique au sein de la SCAM, donc, qui est la Société civile des auteurs. Messieurs, sans vous déranger, est-ce que vous pourriez poursuivre votre conversation Merci beaucoup. Donc, la SCAM, donc, qui est donc partenaire de Fame, Société civile des auteurs multimédia, et ça me semble pas inintéressant de repréciser aussi à l'envie très simplement le rôle de la SCAM, parce que peut-être que certains et certaines d'entre vous vont le découvrir, enfin j'espère que non, mais c'est aussi l'une des missions qui est la nôtre aujourd'hui, c'est d'en parler. Et au sein de la SCAM, vous avez une fonction très spécifique qui est celle de, on va dire, conseil juridique ou accompagnement juridique, c'est un peu ça? On peut le dire comme ça. Donc à votre gauche, Juliette Moreau, vous êtes chargée de mission documentaire, en tout cas au sein de la commission documentaire, de la direction de l'audiovisuel et du Centre national du cinéma et de l'image animée. Je l'ai peut-être pas dit dans le bon ordre, mais on comprend l'idée. Vous travaillez au sein du CNC et vous vous occupez de cinéma documentaire. À votre gauche, Juliette, Catherine Boucher, votre collègue, également chargée de mission. C'est à peu près le même poste, donc votre parole sera dédoublée ou renforcée. On verra comment elle se répartit. Et à ma gauche, donc Lise Roure, responsable de l'aide à la création au sein donc de la SCAM, Société civile des auteurs multimédia. Donc nous avons deux binômes qu'il sera intéressant de questionner aussi sur, encore une fois, ce prisme qui est le nôtre aujourd'hui du documentaire musical. Je vais le répéter souvent parce que c'est vraiment ça qui nous intéresse aujourd'hui, d'essayer de détricoter en fait tout ce que cette effervescence du documentaire musical dont Olivier a parlé lors de la première rencontre. De quelle manière elle agit en fait sur les porteurs de projets, sur les porteuses de projets, quelles sont les questions qui sont un peu fruitées par cette irruption dans la galaxie documentaire des plateformes dont on a parlé tout à l'heure, mais également YouTube, qui est une plateforme aussi, c'est-à-dire c'est la principale plateforme de streaming, il faut le rappeler, avant même les plateformes donc, habituelles, Netflix et Co. Donc peut-être qu'on peut faire un tour de table très simplement, très classiquement, pour définir, pour mettre un peu le plan de table avant d'affiner un peu. Peut-être qu'on peut faire dans l'ordre du banc ou à votre entière discrétion. Guillaume, en général, commence, c'est ça? C'est moi qui commence. Bonjour. Donc oui, la SCAM, je vais vous présenter ça rapidement pour que vous compreniez un petit peu pourquoi on est là. La SCAM, c'est un organisme de gestion collective. Celui qui est le plus connu, c'est la SACEM. Comme on est dans le documentaire musical et qu'on parle de documentaire musical et de musique, ça a du sens aussi. Donc nous, on est une société, nous gérons les droits pour les œuvres qu'on dit du réel. C'est tout ce qui sort de la fiction et des arts dramatiques, donc tout ce qui est documentaire, reportage, et bien sûr on prend en compte évidemment les documentaires musicaux. La SCAM a plusieurs missions, donc la perception et la répartition de droits. La perception, c'est-à-dire que nous allons percevoir auprès des différents diffuseurs, des différentes plateformes de partage et des différentes plateformes de streaming, les SMAD, donc YouTube notamment. Nous avons beaucoup de vidéastes à la SCAM. Netflix aussi, nous avons des droits. Donc, j'ai assisté un peu à la table ronde. Donc,
le réalisateur c'est Gims, c'est ça, Gims qui est sur Netflix, va pouvoir toucher des droits SCAM. Donc perception répartition. Après, c'est la défense des intérêts de nos membres. La défense des intérêts de nos membres, ça va être la défense de la place du documentaire à la télévision, la défense des aides documentaires. Voilà, on défend tout ça. On assiste, on participe à beaucoup de réunions de négociation et notamment avec le CNC sur les aides pour le documentaire. Ça va être à un niveau national, ça va être à un niveau international. ASCAM fait partie de plusieurs institutions, de plusieurs structures internationales. Ça va être aussi beaucoup de la défense, et on a au service juridique, et donc pas plus spécifiquement, on conseille énormément les auteurs. On a un conseil juridique gratuit qui est offert à nos membres et même à ceux qui sont amenés à le devenir. Donc si éventuellement vous êtes amené à signer un contrat, si vous avez des questions juridiques spécifiques, vous pouvez vous adresser à nous, même si vous n'êtes pas membre. Je me ferai un plaisir de vous répondre, enfin mon collègue ou moi. Il ne faudra pas hésiter. Et puis la SCAM, c'est aussi beaucoup d'actions culturelles, et c'est pour ça que je vais passer la parole à ma chère collègue Lise Roure, qui sera plus à même de vous en parler. Et après, on pourra Enfin, c'est juste parce que c'est action culturelle, mais c'est vrai que c'est pas très poli. Oui, bonjour. Donc, je suis Lise Roure, je suis responsable de l'aide à la création et des bourses Brouillon d'un rêve. Donc, l'action culturelle dont parle Guillaume, en effet, c'est un pan très important des actions de la SCAM, et pour toutes les écritures du réel, donc pour tous les répertoires, comme on dit à la SCAM, les disciplines de nos membres. Donc, il y a 8 bourses en tout. Mais peut-être que j'y reviendrai tout à l'heure un peu dans le détail. Bon, j'y vais maintenant alors. Voilà, la spécificité de ce fonds d'aide à la création, c'est qu'il est privé aussi. Ça, c'est évidemment une donnée importante, parce que nos moyens donc ne dépendent pas du tout de subventions publiques ou de collectivités, etc. Les moyens de l'aide à la création de la SCAM, comme l'aide à la création des autres sociétés d'auteurs, des autres organismes de gestion collective, comme la SACEM ou la SACD ou la SAIF. Cette aide, elle est financée grâce à la copie privée, et uniquement grâce à la copie privée, qui est une forme de droit d'auteur. En fait, c'est un revenu issu des ventes de supports vierges. C'est-à-dire que lorsque vous achetez un téléphone, des clés USB, des disques durs, une loi estime, la société, le collectif estime que ces supports qui permettent de faire circuler les œuvres, leurs auteurs et leurs autrices doivent bénéficier évidemment de revenus sur les ventes de ces supports qui permettent de faire circuler leurs œuvres. Donc cette loi a créé la copie privée, qui permet donc de reverser à chaque société d'auteurs des montants, et impose que chaque organisme de gestion collective dépense 25% de ses montants dans l'aide à la création, l'action culturelle, la formation des auteurs, etc. Donc c'est important de le savoir, évidemment, parce que sans copie privée, il n'y a pas de Brouillon d'un rêve, il n'y a pas d'aide à la création. Et c'est vrai que c'est un dispositif qui occupe une place très importante dans le milieu du documentaire, et pour les journalistes aussi, pour toutes les autres disciplines, mais particulièrement pour le documentaire, puisque voilà, c'est l'histoire de cette maison qui est la SCAM. C'est une société qui a été créée par des réalisatrices et des réalisateurs qui avaient besoin de défendre les droits propres pour ces disciplines, et donc qui se sont séparés des autres sociétés d'auteurs, qui étaient la SGDL, si je ne me trompe pas, et voilà, ont monté leur propre OGC. Donc l'histoire de la maison fait que le plus gros soutien de l'action culturelle aujourd'hui, de l'aide à la création, va vers le documentaire. Ce sont 6 sessions par an, c'est à peu près 700 000 euros de budget pour toutes les bourses, et 450 000 euros rien que pour le documentaire. Voilà, il y a 900 projets qui sont soumis chaque année, entre 95 et 100 qui sont soutenus, dont 30% de premiers films, sans qu'on cherche à faire de quotas pour autant. Voilà, il y a aussi une bourse qui est intéressante, qui est toute nouvelle, parce qu'évidemment, l'histoire de la SCAM, c'est aussi que ces écritures du réel sont nées de ces écritures réelles et des documentaires, sont nées aussi d'autres disciplines sœurs qui ont eu besoin
des professions qui ont eu besoin que leurs œuvres soient défendues et qu'il y ait des négociations avec les diffuseurs, les plateformes. Donc il y a eu des documentaristes sonores qui sont arrivés, puis des journalistes, des photojournalistes, des artistes des arts numériques, et puis finalement également des vidéastes du web. Donc voilà, c'est comme ça que ça bouge aussi à la SCAM. C'est-à-dire que les nouvelles disciplines voilà, amènent de nouveaux auteurs, de nouvelles autrices, imposent parfois de créer de nouvelles commissions. Enfin, voilà, on crée aussi, on leur donne une place aussi dans le conseil d'administration, puisque ça fonctionne la SCAM avec un conseil d'administration qui est élu. Hein, ce sont que des auteurs et des autrices, des réalisateurs, réalisatrices, journalistes qui sont élus par les 49 000 membres que vous êtes, dont vous faites peut-être partie. Donc les disciplines qui évoluent comme ça imposent aussi de créer des nouvelles bourses, parce que nous on est toujours énormément à l'écoute et très poreux et très poreuse de ce qui se passe voilà, dans vos vies professionnelles, dans la vie de la création. Hein. Donc il y a une bourse qui a été créée pour les vidéastes du net, pour pas dire pour les vidéastes de YouTube, mais en fait, dans la réalité, c'est vrai que ce sont les vidéastes du net, puisque ce sont des personnes qui travaillent aussi bien sur les réseaux, sur Instagram, sur YouTube, sur Facebook, TikTok, enfin voilà, tous les réseaux du web, ou qui créent leur propre plateforme, etc., ou leur propre site web. Donc cette bourse-là, qui s'appelle la bourse Impact, voilà, et évidemment plus adaptée au format au court, au format sériel, alors que la bourse documentaire, elle, est réservée au format unitaire, quelle que soit sa durée. Mais bon, après, je veux pas rentrer non plus trop dans les détails, mais... Non, oui. en fait, c'est l'inverse que j'étais en train de me dire. Est-ce que vous pouvez être spécifique peut-être sur, vu qu'on est là pour ça, hein, on est des professionnels du documentaire musical, on a envie de savoir quelles sont les aides, à combien j'ai droit, en fait, si j'ai un projet peut-être de documentaire musical, allons-y, en ligne. Est-ce que vous pourriez être un peu plus spécifique? Alors, pour un documentaire musical en ligne, évidemment, tout dépend de... Ou une forme musicale, Oui, ou une forme musicale. Ou, voilà. Donc, la question qu'il faut se poser, c'est évidemment quel est son format. Est-ce que c'est un format unitaire ou est-ce que c'est un format sériel? Il faut penser évidemment au support sur lequel va être diffusée cette œuvre, ou voilà, cette œuvre en série, ou quel que soit son format. Et il faut se poser la question de... voilà, c'est important de se poser la question du support, enfin du média sur lequel vous allez travailler, parce que les auteurs et les autrices qui vous lisent, alors auteur et autrice, pardon, c'est le terme qu'on utilise nous dans les organismes de gestion collective. On est d'accord, ça veut dire réalisatrice, réalisateur, journaliste, etc. Hein. Pour nous, c'est auteur-réalisateur ou autrice-réalisatrice. Hein, ça veut dire la même chose. Pour être clair, il n'y a pas des auteurs, enfin, pour les aides qu'on soutient en tout cas, il n'y a pas des auteurs de scénarios d'un côté et des réalisateurs de l'autre. Ce sont vraiment des projets complets qu'on soutient avec des choix de forme artistique, des choix de réalisation, de narration, etc., qui impliquent que l'auteur soit aussi réalisateur ou réalisatrice du projet. Donc la question qui est importante à se poser, c'est évidemment pour quels médias, parce que donc les créateurs et créatrices qui vous lisent sont très sensibles à la nécessité de recourir à tel ou tel média, d'utiliser tel ou tel média pour vous exprimer en tant qu'auteur, parce qu'évidemment, voilà, pour être sûr qu'il n'y a pas qu'une question d'opportunisme ou même si c'est rarement le cas, mais en tout cas, ce qu'ils attendent lorsqu'ils lisent des projets, c'est que vous soyez en mesure d'argumenter aussi pourquoi vous choisissez de vous exprimer sur le web, par exemple, et à un public particulier. Et donc, bien sûr, c'est une question importante pour des films musicaux, quelle que soit leur durée, leur format. Ce sont des questions que vous devez vous poser. Et l'autre question aussi, c'est voilà, où vous vous situez aussi dans le curseur de la création. Bien sûr, toute œuvre est de création, hein, que vous soyez journaliste, vidéaste du web ou réalisateur, réalisatrice pour la télévision. Mais évidemment, le degré de singularité ou de choix d'écriture et de réalisation
et va varier selon le média avec lequel vous vous exprimez. Donc, n'oubliez pas qu'il y a plusieurs types de bourses qui peuvent être sollicités pour des documentaires musicaux ou pour des films courts musicaux ou des séries, etc. Il y a la bourse pour le journalisme, donc pour des formes qui sont proches du journalisme, que vous ayez votre carte de presse ou non, hein, ça n'a aucune importance. Et vous êtes lu par des journalistes. Hein. Le propre de Brouillon d'un rêve, c'est que vous êtes lu à chaque fois par des autrices et des auteurs de la discipline en question. Donc en documentaire, vous êtes lu par des documentaristes audiovisuels qui défendent des écritures singulières, qui s'affranchissent des codes et formes conventionnelles du genre. En journalisme, vous êtes lu par des journalistes de toutes les expressions du journalisme, donc de la presse écrite au reportage web, à l'investigation sonore, enfin voilà, tous les ou documentaires de forme journalistique. Et puis il y a la bourse Impact, donc qui est la bourse dédiée aux vidéos aux vidéastes pour le net, avec voilà, elle s'appelle Impact, c'est pas pour rien, avec une volonté de marquer les esprits et de penser les œuvres qui vont être proposées comme aussi parfois comme des campagnes d'action sur différents sujets. Voilà, donc ça peut être la découverte d'un type de musique, d'un courant musical, ou ça peut être un portrait, mais avec une volonté d'impacter le monde, aussi grand que ce soit cette expression. Voilà, donc tous les sujets sont possibles. Il n'y a absolument aucune thématique nulle part. Ce à quoi vous pouvez vous attendre avec cette aide, hein, peut-être pour être plus concrète, ce sont des bourses qui varient de 2 500 à 6 000 euros. Ce sont des bourses, encore une fois, qui sont dédiées aux auteurs et aux autrices, hein, uniquement, et pas aux productions. Donc, ce ne sont pas des rémunérations qui rentrent dans les budgets de production. C'est vraiment une aide qui est faite pour vous permettre d'écrire votre projet, de faire des repérages, de faire un teaser, d'aller plus loin dans l'écriture, après une première étape d'écriture, etc. Et voilà. Donc, ce sont des dotations qui vous sont offertes. Ce qui est propre à cette maison d'auteur, c'est qu'il n'y a aucune contrainte qui vous est donnée. C'est-à-dire qu'on ne vous demande pas de finir le projet en 1 an, 2 ans, 3 ans, 14 ans, 15 ans. Notre record, je crois, c'est 14 ans pour réaliser une œuvre. On ne vous demande pas dans l'année de nous renvoyer un dossier plus écrit, etc. C'est très très ouvert. C'est une des bourses à la fois, c'est un des dispositifs à la fois le plus ouvert, c'est-à-dire que vous n'avez pas besoin d'être membre de la SCAM, vous n'avez pas besoin d'avoir de carte de presse si vous êtes journaliste, enfin si vous vous exprimez par le journalisme. Il n'y a pas de contraintes d'âge, d'expérience, de nationalité, de résidence. Maintenant, si cette bourse est extrêmement ouverte, ce dispositif est extrêmement ouvert, et il faut savoir qu'il est très exigeant sur le plan artistique. Alors, l'exigence artistique, hein, ça peut vouloir dire autant de choses pour vous que pour vous, que pour vous, que pour moi. C'est quelque chose qui est assez difficilement définissable, mais en tout cas, ce qui est attendu, c'est quand même une certaine réflexion sur vos choix artistiques, sur le sujet que vous souhaitez aborder, et voilà, le goût que vous avez pour tel ou tel mode d'expression, quoi. C'est ce qui est entendu. Voilà. Après, voilà, l'aide de la SCAM, elle s'arrête là, au tout début des projets, mais elle permet d'aider des prises de risques, de raconter des pans de l'histoire ou de la société dont on entend parler nulle part ailleurs, de le faire avec des formes différentes, enfin avec la forme qui vous semble la plus appropriée pour ça. Nous, ce qu'on défend en tout cas, ce qu'il faut que vous ayez à l'esprit, c'est vraiment quelque chose de très fort, à mon sens, c'est que le fait d'avoir été créé par une maison d'auteurs, les bourses Brouillon d'un rêve ne prônent aucune façon normée de faire les films, les œuvres, les livres, les créations pour le web, etc. C'est vraiment l'idée que chaque film, chaque œuvre est un prototype et qu'il n'y a pas une façon normée de les écrire, de les produire, de les réaliser. Donc il faut vraiment avoir ça à l'esprit, et notre boulot, c'est d'aider des réalisatrices, réalisateurs, auteurs, autrices à
à prendre ces risques-là lorsqu'ils sont seuls ou accompagnés par une production, quelquefois au début de l'œuvre. On peut être accompagné par une production, c'est pas du tout interdit. Mais voilà, notre boulot, c'est de vous aider dans ces prises de risques artistiques-là. Donc, voilà. Alors, les questions déjà se multiplient dans ma tête, mais on va peut-être faire réagir nos amis du CNC, Catherine et Juliette. Alors, soit réagir à ce qui vient d'être dit sur le constat de cette effervescence, hein, c'est un terme qu'on emploie souvent autour du documentaire musical au sens. Alors, peut-être on peut être extrêmement large dans cette acception, hein, documentaire, forme hybride. Peut-être concerts qui sont diffusés en ligne. Il y a quelques exemples aussi dans le cadre de FEM cette année. Donc peut-être une réaction simplement sur ça, est-ce que le constat est le même, en tout cas de votre point de vue du CNC, sur une éclosion comme ça du documentaire musical, et puis on peut aller un peu plus avant dans les formes qui sont soutenues par le CNC, avec le constat aussi que depuis quelques années, le CNC s'ouvre beaucoup à des formes qui fut un temps été considérés comme hybrides, mais qui le sont beaucoup moins, comme le clip vidéo, comme la captation de concert. Donc il y a beaucoup de... Donc on ne va pas en parler forcément dans le détail là maintenant, mais c'est juste une indication sur l'ouverture des chakras du CNC sur tout ce qui est musical. Donc est-ce que vous auriez envie de réagir à tout ça ? Alors sur l'ouverture des chakras de l'univers musical du CNC, je ne sais pas, mais peut-être commencer par vous présenter le rôle du centre et vous rappeler un petit peu qui on est. Donc le Centre national du cinéma et de l'image animée, comme vous l'avez très bien dit, concerne, comme son nom l'indique, tout ce qui touche au cinéma, à l'audiovisuel, mais aussi au numérique. Voilà, on soutient des œuvres, des auteurs, des réalisateurs, des producteurs, des manifestations. Et on va vraiment du stade de l'écriture, développement, production, diffusion. Enfin voilà, donc on essaye d'avoir un champ extrêmement large de soutien, de subvention. Donc public, pardon, oui, un établissement administratif public. C'est évidemment qui se base aussi sur nos fonds viennent de taxes qui proviennent des billets d'entrée au cinéma, qui proviennent de plein de choses, c'est les plus connus. Ce que je voulais dire, c'est que il y a beaucoup de guichets qui sont ouverts au CNC pour le documentaire et pour le documentaire musical. La première chose qu'il faut que vous reteniez, c'est que forcément, nous, le CNC a été pensé comme le Centre national du cinéma, et on fait une différence, en tout cas sur un certain nombre d'œuvres, entre une exploitation en salle et une exploitation audiovisuelle. Donc audiovisuel, ça va être sur les chaînes linéaires classiques, mais aussi sur les plateformes. Et on a aussi un certain nombre de fonds qui, eux, seront peut-être plus ouverts à des nouveaux canaux de diffusion. On parlait de YouTube tout à l'heure, donc la bourse dont vous parliez rentre complètement en résonance avec CNC Talent, que le CNC a lancé en 2017 ou 2018, je ne me souviens plus exactement de la date. Mais voilà, on a un certain nombre de guichets qui peuvent être ouverts. La première question qu'il faut se poser, c'est quel est le mode de diffusion finalement de l'œuvre. Donc voilà, comme je viens de le dire, plutôt numérique, audiovisuel ou cinéma. Et Catherine et moi, on travaille au fonds de soutien audiovisuel. Donc à ce titre, on étudie, on regarde beaucoup de dossiers de demandes de subventions de documentaires et de documentaires musicaux. Mais la petite spécificité, c'est que donc on travaille au soutien au documentaire, mais le documentaire musical peut soit être soutenu par la commission documentaire, comme vous l'avez dit, mais peut aussi avoir attrait au spectacle vivant, parce que attrait à un processus créatif, c'est très très large. Est-ce que je peux vous demander d'être spécifique, parce que je pense qu'un certain nombre de personnes découvrent ça, peut-être cette différence entre ces deux guichets, et puis peut-être voir à quoi on peut postuler très très concrètement, dans quelles conditions, assez rapidement. On a regardé, du coup, comme vous l'a dit Juliette, on a un panel quand même assez étendu d'aides possibles. Là, on parle du documentaire musical, mais rien que sur le documentaire musical, effectivement, vous pouvez avoir des aides à l'écriture, le producteur peut avoir des aides au développement, et donc ça, aussi bien côté cinéma que côté audiovisuel. Il y a, comme l'a dit Juliette, l'aide CNC Talent, là, vraiment...
que ce soit pour une création, donc plutôt pour, effectivement, c'est essentiellement sur YouTube, mais pour un créateur où il y a des aides à l'éditorialisation des chaînes. Et après, il y a toutes les aides à la production, côté cinéma et côté audiovisuel. Donc c'est très large. On a un petit peu regardé du coup sur votre programmation ce qu'on avait aidé. Et par exemple, là, on a 2 projets qui ont été aidés par le CNC. Donc Living with Imperfection, il a été aidé au fonds d'aide à l'innovation, qui est vraiment un fonds qui a 3 volets en fait. Qui est pas, pour le coup, c'est un fonds transversal, c'est un fonds qui peut vous aider aussi bien côté cinéma que côté audiovisuel. C'est-à-dire qu'en fait, il vous aide déjà à l'écriture. Il y a une aide à l'écriture qui est forfaitaire, hein, c'est 7 500 € à l'auteur. Donc là aussi, un peu comme la bourse Brouillon d'un rêve, c'est pas vous pouvez être seul auteur ou vous pouvez être accompagné par un producteur, mais c'est l'auteur en tant que tel qui est aidé. Et ce fonds d'aide à l'innovation, ensuite, il se déploie en une aide au développement, là pour le coup, qui est attribuée aux producteurs. Et il y a aussi une aide au développement renforcée. Alors l'aide au développement, elle est plafonnée, je crois, à 20 000 €. Et l'aide au développement renforcé, elle est plus importante. Elle va jusqu'à 50 000 €, même 80 000 €. Plafond rarement atteint quand même. Et en fait, là, ce fonds d'aide à l'innovation, il a aidé Living with Imperfection, à la fois en écriture et en développement. Et ce qui rejoint ce que disait Lise, c'est qu'il y a une vraie volonté d'accompagner la création, d'accompagner l'exploration de nouvelles écritures. Il y a des projets qui sont sur les docs musicaux, il y a des projets qui peuvent mêler animation, tout un travail sur le son, un travail d'écriture, pourvu qu'il y ait une vraie démarche d'auteur, quoi. C'est vraiment ce qui est important. Donc ce projet-là a été aidé par le Fonds d'aide à l'innovation et on a un deuxième projet en compétition, là, l'énergie positive des dieux, qui lui a été aidé côté audiovisuel, côté la production, donc aide à la production sur une aide sélective à la production. Parce que c'est un peu compliqué de vous présenter toutes les aides du CNC, mais côté audiovisuel, on a des aides qui sont automatiques pour des producteurs qui ont beaucoup de diffusion audiovisuelle et qui du coup ont un compte automatique. Et il y a aussi des aides sélectives pour des nouveaux entrants producteurs ou des producteurs qui produisent régulièrement mais qui ont des diffuseurs qui apportent très peu d'argent. Et donc là, on peut les aider malgré tout. Et donc ce projet, l'énergie positive des dieux, par exemple, c'est un 70 minutes. J'avais le montant d'aide si ça vous intéresse. Très bon film. Je crois que c'était 55 000 €. Voilà. Donc il y a des aides conséquentes quand même. Et oui, en fait, ce que Catherine vient de dire sur le sélectif et l'automatique, c'est vraiment quelque chose qu'il faut retenir parce que c'est 2 grands types de soutien sur lesquels on se base. Les aides sélectives, donc forcément, ce sont des aides qui sont difficiles à obtenir et qui sont rendues après avis d'une commission. Donc ce sont des commissions de professionnels. À chaque fois que ce soit au cinéma, donc vous avez l'avance sur recette que tout le monde connaît, à l'audiovisuel ou au fonds d'aide à l'innovation, les aides au court-métrage documentaire. Toutes celles-ci, il y en a beaucoup qui sont des aides sélectives. Donc voilà, et l'autre guichet, c'est l'automatique pour des sociétés de production qui ont un peu plus l'habitude, qui ont ce qu'on appelle un compte automatique au CNC et qui vont, alors soit cinéma, soit audiovisuel, et qui vont après puiser dans ce compte automatique pour pouvoir financer leurs futurs projets. Voilà, donc par exemple, à l'audiovisuel, le compte automatique va vous servir pour financer des projets tant documentaires que spectacles vivants ou fiction ou animation. Ce qu'il faut retenir, ce qui est vraiment très important, c'est que le CNC soutient des œuvres patrimoniales. Et à ce titre, la place des auteurs, la place des réalisateurs est vraiment très importante. Nous, particulièrement dans le documentaire, on attend réellement qu'il y ait une vraie démarche, un dispositif formel. La place du réalisateur et son regard va être vraiment primordial. Alors évidemment, à l'automatique, on n'a pas de critères artistiques, hein, si ce n'est la qualification documentaire, bien entendu. Mais dans les commissions sélectives, donc Catherine a présenté le FAIA, mais il y en a d'autres. Elles sont vraiment très, très exigeantes aussi en termes de critères artistiques. Donc c'est quelque chose à garder en mémoire.
Et sur le constat de cette effervescence du c'était documentaire ça la première musical, est-ce que, non, mais pour accompagner cet exposé sur les différentes aides, est-ce que vous faites ce constat toutes et tous sur est-ce que c'est un prisme uniquement lié aux plateformes de streaming, ou est-ce que ça suit en termes de création documentaire un peu plus conventionnelle, entre guillemets? Et est-ce que les deux s'hybrident? Est-ce que Guillaume peut-être prend la parole? Ah non, je pensais que vous preniez. Alors effectivement, peut-être qu'avec les plateformes, on voit de plus en plus de documentaires musicaux. Alors nous, pour l'instant, c'est vrai qu'on voit aussi, on voit surtout les documentaires à destination des chaînes traditionnelles, ou alors les SMAD, les plateformes françaises traditionnelles, qui se sont toujours intéressées à la musique. Je pense notamment à Arte, qui a quand même fait vraiment beaucoup de documentaires musicaux qu'on a vus et qu'on a soutenus, soit à l'automatique, soit devant les commissions sélectives. Donc, non, ce qu'on a constaté ces dernières années, et c'est vrai que c'est que les secteurs de la musique, de l'audiovisuel et du spectacle vivant, qui sont bien sûr très liés, sont en profonde mutation. On a beaucoup de projets protéiformes et hybrides. Alors nous, on peut soutenir sur certaines modalités réglementaires qui nous sont propres, donc en fonction du canal de diffusion. Mais on peut que se réjouir de cette hybridation des projets. Mais c'est vrai qu'on ne peut pas accompagner les projets dans leur ensemble. Enfin, on a forcément nos champs d'intervention et on est content. Pardon, oui, ce que je voulais dire, c'est que là où j'ai pas forcément l'impression qu'il y a un énorme essor, j'ai l'impression que ça a toujours été là, mais c'est un sentiment simplement, et que je peux pas recouper avec des statistiques, parce que faut savoir que pour percevoir des droits, forcément les auteurs et les autrices doivent les déclarer à la SCAM, mais nous on n'a pas de case documentaire musical, c'est documentaire ou c'est reportage ou c'est pour les œuvres audiovisuelles. Alors peut-être qu'on va avoir, ça va arriver de plus en plus. Moi je sais que les chaînes hertziennes historiques, comme s'y intéressent depuis des années, même, je pense à un documentaire Marseille, capitale du rap de Gilles Roff, qui a cartonné et qui a été diffusé sur France 3 Région dans un premier temps en plus. Après, bon, il est passé sur tous les France 3, mais j'ai l'impression d'avoir toujours vu des documentaires musicaux sur des artistes à la télévision. Après, c'est vrai qu'avec la multiplication des supports, des diffusions, des exploitants, ça ouvre forcément le champ, et on voit de plus en plus des reportages sur des artistes d'une manière générale. Et après, ce que je voulais rajouter aussi, c'est qu'il faut bien faire la distinction, et nous on l'a fait à la SCAM, entre captation et documentaire musical. C'est-à-dire que la SCAM ne va pas prendre dans son répertoire des captations qui sont gérées par la SACEM. La SACEM gère des droits aussi audiovisuels, et ou même les documentaires qui vont être très musicaux avec un concert et 2-3 interventions au milieu. Ça, c'est pas quelque chose qu'on prend à la SCAM. On fait vraiment la distinction à la limite. Là, sur ce que j'ai vu, je suis arrivé un peu tard pour la précédente table ronde, j'ai l'impression que Soprano et Gims, ça va être clairement à la SCAM. J'ai pas de doute là-dessus. D'autant plus qu'on a un accord avec Netflix. Pour le reste, on espère en avoir un prochainement. Mais voilà, faut vraiment être faire la distinction entre les deux. Et je voulais simplement rajouter aussi quelque chose qui est très important sur la distinction cinéma audiovisuel. Mais ça, c'est plutôt en termes juridiques. C'est que ça a des conséquences ça a pas mal de conséquences sur l'application du contrat et du droit afférent. C'est-à-dire qu'il y a il y a des accords qui concernent l'audiovisuel, il y a des accords qui concernent le cinéma, et qui n'ont pas les mêmes conséquences pour les auteurs en termes de rémunération, de rendu des comptes d'exploitation, de ce genre de choses-là. Donc c'est vraiment important aussi d'avoir cette distinction à ce niveau-là. Oui, j'avais déjà juste une précision à vous apporter sur l'aide à la musique de la SCAM, dont j'ai oublié de parler quand même, qui est un peu importante. C'est un partenariat qu'on a avec la SACEM. C'est une bourse qui vient compléter l'aide au documentaire Brouillon d'un rêve, et qui s'adresse aux lauréats de la bourse Brouillon d'un rêve. Une fois que vous avez obtenu la bourse Brouillon d'un rêve documentaire, vous pouvez déposer votre projet avec votre compositeur ou votre compositrice à la SACEM pour obtenir une aide à la création originale de musique pour les lauréats Brouillon d'un rêve documentaire. Voilà, donc ça c'est important évidemment.
Donc ça peut être des documentaires musicaux ou non, bien sûr. Et ce doit être aussi des compositeurs ou compositrices membres de la SACEM, ce qui parfois voilà, peut être un peu dommage pour découvrir des compositeurs ou compositrices qui ne sont pas encore établis, enfin, voilà, ou qui n'ont pas pu encore déclarer leurs œuvres, etc. Mais voilà, c'est un point quand même important de l'aide. Pendant que j'y pense aussi, sachez qu'il y a, juste pour découvrir des compositeurs et des compositrices qui ont le goût du documentaire, il y a la Maison du Film qui organise en partenariat avec l'ASCAM, on organise une soirée qui s'appelle Crescendo, où des compositeurs et compositrices viennent présenter leur travail devant tous les documentaristes qui le souhaitent, ou des auteurs des autres disciplines du réel. Et ça permet de faire des connexions et de découvrir de nouveaux compositeurs, compositrices. Après, juste, je voulais peut-être parler de manière plus générale, revenir sur cette question de, voilà, est-ce que vraiment il y a un afflux de documentaires musicaux, un afflux de formes hybrides, qu'est-ce que les plateformes ont changé, etc. Je rejoins Guillaume sur cette question. On n'a pas plus de documentaires musicaux, que ce soit à la Bourse Impact pour les vidéos sur le net ou en journalisme, encore moins en journalisme. Je crois que j'ai pas lu un seul documentaire musical depuis que je suis à Brouillon d'un rêve, ça fait 8 ans. En documentaire, on en a, mais c'est assez rare, je dois dire. Donc voilà, donc de ce côté-là, nous, on ne sent pas d'explosion d'un genre. En revanche, ce qu'on sent, c'est vraiment une évolution des écritures qui, à cause de la diffusion sur les plateformes, et voilà, le fait de pouvoir diffuser des films sur des plateformes, évidemment, ça a totalement libéré la question de la durée. Puisque, évidemment, les documentaires avant étaient tenus de rentrer dans une grille sur les chaînes. Donc, les plateformes, elles ont fait exploser ça, et c'est très bien, parce que nous, à Brouillon d'un rêve, c'est notre rôle à Brouillon d'un rêve documentaire, c'est vraiment d'aider des auteurs qui sortent des durées 26-52. Donc nous, c'est ce qu'on fait déjà depuis des années, d'encourager ce type de forme non codée, non formatée. Voilà, les plateformes, elles ont fait exploser ça, et c'est très bien, parce que ça donne évidemment beaucoup plus de liberté pour aller plus loin, pour écrire différemment, en format sériel. Enfin voilà, tout est permis. Après, je serais peut-être plus nuancée sur ce qui a été dit sur la première table ronde, sur le non-formatage, c'est la liberté totale, etc. Moi, ce que je vois, c'est qu'il y a c'est que l'arrivée des plateformes, enfin de ces plateformes dont on a pu parler tout à l'heure, parce que des plateformes, il y en a des tas d'autres, et qui ont beaucoup moins de moyens, il faut savoir quand même. Il y a des plateformes comme Tunk, il y a des plateformes comme Universiné, Cube, Mubi, c'est pas tout à fait les mêmes moyens que Netflix et Disney+ et compagnie, mais en revanche, c'est vrai que on sent un intérêt plus grand pour le documentaire, une reconnaissance plus grande du genre documentaire, et avec les moyens qui vont avec sur ces plateformes-là. Parce que sur les autres plateformes, ce sont des moyens quand même beaucoup plus modestes. Donc c'est vrai que sur ces plateformes, ce qui est formidable, c'est qu'il y a enfin des budgets pour l'écriture, il y a enfin des budgets conséquents. Alors peut-être pas encore à la hauteur de la fiction, mais il y a enfin des budgets conséquents pour la réalisation et la production de ces œuvres documentaires, qu'elles soient en série ou non. Et ça, évidemment, forcément, c'est une très très bonne chose, mais je serais quand même beaucoup plus nuancée sur la question du formatage, parce que voilà, alors on sort du formatage de certaines chaînes de télévision françaises, etc., mais on rentre dans d'autres codes, dans d'autres formatages, malgré tout, qui sont très complexes, et qui, à la fois, il y a la possibilité de raconter, comme avec Soprano, voilà, des tas de détails de cette histoire, et de travailler sur la question de la diversité, etc., beaucoup plus loin, parce que le format long le permet, et voilà, et ça, c'est vraiment formidable. Mais on est quand même dans des codes et dans des dramaturgies quand même assez, comment dire, codées, quoi.
très très codé, qui vient de l'univers anglo-saxon. Ça doit être quand même assez spectaculaire. Nous, ce qu'on ressent à Brouillon d'un rêve, c'est qu'il y a vraiment un impact sur le documentaire autour de la fiction, en fait. On voit des projets de plus en plus qui utilisent la fiction ou qui fictionnent énormément les formes documentaires. On voit des projets arriver aussi de plus en plus centrés sur des personnages et sur un personnage. Et ça, c'est vraiment aussi l'influence des plateformes. Bon, alors moi, je ne sais pas si c'est bien ou c'est mal, mais en tout cas, quand même, j'y vois quand même, très honnêtement, à mon sens, personnellement, et les auteurs et les autrices avec qui on travaille au sein des jurys, on est quand même un petit peu inquiets parce que ces formes fictionnées, en fait, même si parfois, voilà, les films empruntent des tas de passerelles avec d'autres disciplines, et c'est formidable, avec l'animation, avec la fiction, ou des formes plus expérimentales, tout ça, et très bien, bienvenue, enfin voilà, on est curieux de ça. En revanche, des formes assez fictionnées, elles ont tendance souvent à être des béquilles pour du temps qu'on n'a pas pour écrire les projets, du temps qu'on n'a pas, et des moyens, bien sûr, parce que c'est ça que ça veut dire, pour tourner plus longtemps, pour faire des repérages plus longs, pour comprendre, pour trouver des moyens par le documentaire d'aborder une certaine complexité ou d'être plus fin, etc. Donc on voit que cette fiction qui arrive beaucoup dans les documentaires, elle verrouille un peu ça, elle est un peu la béquille, et en même temps elle verrouille aussi un petit peu le réel, parce que ben voilà quoi, on est un peu sur des... On cadenasse un peu tout, quoi, et on n'est plus dans l'aventure du réel qu'est le documentaire, et comment chaque réalisateur ou chaque réalisatrice s'en empare, quoi, et qu'est-ce qu'il fait de ce qui advient du réel quand il le filme, qu'est-ce que ça produit. Cette arrivée de la fiction, ça a tendance à un peu tout verrouiller, donc il faut faire quand même très très attention et réfléchir vraiment à la nécessité d'y recourir. Et voilà, je crois, et je crois que c'est tout. Voilà. Et pour avoir vu passer des contrats pour Netflix, les droits CD, c'est pas du tout la même chose. On est dans quelque chose de beaucoup plus compliqué en termes de gestion de droits pour les auteurs et les autrices qui signent ce genre de contrat, et même pour les producteurs, c'est pas la même chose que pour un film pour une chaîne française. Voilà, c'est juste, c'est très carré, c'est très cadré, et la marge de négociation est infime. Oui. Est-ce que vous avez envie de développer un peu ce point-là, ou Pas forcément, parce que pas forcément, c'est juste, on n'a pas suffisamment de recul encore. C'est-à-dire j'ai pas vu suffisamment viser suffisamment de contrats entre auteurs et producteurs. Les gens m'adressent leurs contrats, je les relis avec eux. Oui, mais il y en a, que ce soit, j'en ai vu sur Netflix, sur Amazon, sur Disney. Et les contrats sont assez violents pour les auteurs. Hein. C'est-à-dire qu'ils cèdent tout et puis ils se taisent et puis voilà, quoi. Bon, c'est plutôt dans ce sens-là, je veux dire. Moi, j'ai l'impression effectivement que parfois on peut voir des formats sur ces plateformes-là, hors YouTube, où effectivement sur YouTube il y a une liberté totale, mais j'ai l'impression qu'on voit des choses qu'on n'aurait jamais vues à la télévision, en effet, qui peuvent être très novateurs. Mais après, on a l'impression qu'une fois qu'il y a eu ce genre de format un peu novateur, ce genre d'œuvre un peu... Oui, quelque chose qui change, on a l'impression que les gens veulent copier et que ça se décline à l'infini. Mais voilà, non, c'est vraiment sur la partie juridique où on essaie de faire attention. Il y a eu des accords qui ont été signés sur les clauses types, notamment les clauses types du CNC dans l'audiovisuel, dans le cinéma, qui peuvent apporter une sorte de protection aux auteurs et aux producteurs, parce que la protection est importante pour les producteurs aussi, parce que souvent avec Netflix ou d'autres plateformes, ils interviennent en tant que producteurs exécutifs, donc ils n'ont pas le même rôle, ils n'ont pas les mêmes droits derrière, et en général ils cèdent tous les droits à Netflix ad vitam aeternam, et puis fini, quoi. Il n'y a pas de possibilité de réexploitation sur d'autres plateformes derrière. Donc voilà, il y a toutes ces problématiques juridiques aussi. Non, mais c'était pour rebondir. Effectivement, il y a les clauses types, mais fin 2021, le CNC a lancé un fonds expérimental à destination justement des œuvres pour les plateformes étrangères. Ce fonds, il a plusieurs critères. Bon, c'est un fonds sélectif avec une enveloppe limitée, mais le premier critère, c'est la production déléguée et le respect du droit d'auteur français, notamment via les clauses types. Donc on a un certain nombre les œuvres qui ont été déposées respectent ces critères-là, et c'est vrai que c'est assez bordé là-dessus. Ouais, c'est fondamental.
Et une question pour Guillaume, quelles sont les problématiques les plus récurrentes ou fréquentes en matière de conseils juridiques à des auteurs et des autrices qui portent un projet de documentaire sur la musique en termes de droits d'auteur sur la musique? Des questions un peu concrètes que peut-être certains et certaines se posent. J'avoue que en général, quand il y a toujours cleaner les droits, c'est toujours le même problème. Cleaner les droits, c'est obtenir les autorisations. Mais à partir de ce moment-là, il n'y a pas de difficulté particulière à cleaner les droits, savoir si on fait un documentaire sur la vie d'un artiste, dans quelles conditions on le fait, est-ce qu'on fait un documentaire autorisé, non autorisé, il y a toujours ces problématiques-là. Mais il n'y a pas forcément de... Sur le plan juridique, je me permets de vous couper, ça veut dire quoi, cette différence entre un documentaire qui serait autorisé et c'est juste qui serait pas autorisé? c'est juste non, c'est juste que Sur le plan légal, en fait. après on peut avoir si je fais un documentaire sur une personne qui ne m'a pas donné son autorisation, qui ne veut pas que j'interviewe et que je révèle des faits qu'elle souhaitait garder, on peut avoir des problèmes juridiques liés au droit de la personnalité, à l'atteinte à la vie privée, c'est-à-dire et tout ce qui va être diffamation, injure, respect de la personne, c'est-à-dire mais non, vous avez révélé des faits qui n'intéressent pas l'intérêt public, c'est toutes les problématiques liées au droit à l'atteinte à la vie privée, en gros, qui ne sont pas forcément des problématiques liées au droit d'auteur, mais c'est plutôt dans ce sens-là. Si je fais un documentaire sur une personne, je vais aller l'interroger, elle va me répondre, il va y avoir cette autorisation d'utilisation de son image, de dévoiler des choses de sa vie. Si je fais un documentaire sur une personne et que je fouille et que parfois je peux apprendre des choses un peu plus personnelles et que je veux les révéler, cette personne va pouvoir nous poser des problèmes en disant attendez, mais vous avez révélé des choses qui n'intéressent pas qui n'ont le domaine public, donc il peut y avoir des poursuites pour diffamation, pour injure, pour atteinte à la vie privée, pour toutes ces choses-là. Donc ça, c'est en dehors du droit d'auteur totalement. Ce qui rejoint aussi ce qu'on disait sur un formatage, entre guillemets, du documentaire musical, notamment sur les plateformes, qui constitue parfois aussi des documentaires promotionnels d'une certaine façon. C'est ça, et puis j'ai l'impression que c'est souvent après le décès d'un chanteur ou d'une chanteuse qu'on va pouvoir dévoiler des choses pour pas salir l'image de son vivant, en général. Mais voilà, il y a eu des histoires, je les ai plus en tête, mais il y a eu des histoires où les descendants même ont essayé de faire interdire des films parce qu'ils considéraient que ça allait trop loin, il fallait laisser la personne tranquille et qu'on n'allait pas dévoiler des faits qui s'étaient passés. Des périodes troubles, voilà, bon, c'est comme ça. Mais il y a ces problématiques-là, à mon avis, qui peuvent surgir. Après, il y a toujours ce problème au niveau du documentaire, moi, qui peut quand on va interroger, quand on fait participer des protagonistes, et c'est le droit de regard qu'ils peuvent avoir sur le film aussi. Là, on est plus dans une notion artistique et de réalité de la parole donnée par la personne. C'est-à-dire, est-ce que je vais filmer un artiste, une artiste, est-ce qu'elle va avoir un droit de regard dessus? Est-ce qu'elle va dire ah non, j'aimais pas mon profil, ah non, ça faut pas en parler, ah non, pas du tout. Enfin voilà. Et ah non, finalement ça me fait passer pour quelqu'un de pas forcément très intelligent. Je sais pas, il y a tout un tas de choses qui peuvent fausser finalement le regard de l'auteur ou de l'autrice qui va faire le documentaire. Quand on fait le nombre de fois, mais ça concernait pas forcément le documentaire musical, mais ça concernait des artistes où ils ont dit attendez, le film, non, ça me convient pas du tout, j'ai pas du tout envie qu'on ait cette image de moi. Mais c'est le regard de l'auteur ou de l'autrice qui a fait le film qu'elle avait. Donc finalement, c'est un documentaire avec le regard de la personne qu'on filme. La question du documentaire musical réactive des questions qui sont vieilles comme le cinéma documentaire sur la relation qui peut exister entre le filmeur et le filmé. Tout à fait. Cette friction, cette tension qui peut exister, qui donne souvent des bons films d'ailleurs. Après, oui, c'est ça. Et après, je sais pas, on se dit toujours en regardant un film qui a été autorisé ou dans lequel la personne filmée va donner plein d'interviews et tout ça dans un cadre très spécifique. C'est compliqué d'avoir l'image non lissée de la personne. Après, c'est une relation de confiance et tout ça. Après, c'est le travail aussi du documentariste ou de la documentariste de créer ce lien fort de confiance, ce climat de confiance pour arriver à quelque chose de plus
qui se rapproche du vrai, quoi. Ça rejoint ce que disait Lise tout à l'heure sur la question du temps, en fait. Le temps qu'a le réalisateur ou la réalisatrice pour nouer cette relation de confiance, qui est quand même très, très importante. Et comment vous quatre, vous regardez la professionnalisation des youtubeurs, notamment avec un caractère musical, parce qu'on est là pour parler de ça. Est-ce que vous regardez ça? J'imagine que oui, il y a une bourse qui existe. Et qu'est-ce que ça me dit, en fait? La professionnalisation des vidéastes à la SCAM, on l'a su depuis un moment. Depuis un moment. On est partenaire d'un festival qui s'appelle Frames. Je sais pas, ça ressemble presque à Avignon. C'est vraiment un festival dédié aux vidéastes. On y va depuis des années pour faire de l'évangélisation, parler de droits d'auteur, parce que comme c'est un milieu un peu différent, qui ne viennent pas des mêmes circuits, les gens ne sont pas forcément au courant de droits d'auteur. Au début, on appelait les gens pour leur dire bonjour, nous sommes la SCAM, nous avons tant d'argent à vous donner. Ouais, bon, d'accord, il raccrochait, il ne répondait pas, il croyait vraiment. On a eu non, mais oui, bon, après, le nom n'aide pas forcément. Le nom n'aide pas forcément, mais SCAM, c'est voilà. Après, SCAM, ça a été créé en 1980. Il faut l'entendre. C'était SCAM, Société Civile des Auteurs Multimédia, mais multimédia multi-support. Donc c'était écrit, sonore et tout ça. Donc c'est pour ça que en 80, ça avait un sens et on ne pensait pas en 80. Mais il y a des discussions pour changer de nom, on va voir. Mais non, mais tout ça pour dire que donc nous, on les a beaucoup sollicités. On a vraiment un pôle qui est dédié à ça pour pouvoir intervenir, pour les solliciter, pour les démarcher, pour leur expliquer surtout ce qu'on fait, ce qu'est la SCAM. On les a intégrés dans des commissions. Enfin, à la SCAM, il y a plusieurs commissions. Il y a une commission du visuel, il y a la commission des écritures et formes émergentes. Moi, je m'occupe des deux. Et la commission des écritures et formes émergentes est une commission composée d'auteurs et d'autrices, assez hybride, où on va retrouver des gens qui des arts numériques, des œuvres expérimentales, des vidéastes. On a Ludovic Bassal-Tatou et Inami Alash, qui font des choses quand même assez hybrides. On a quelqu'un d'autre qui est arrivé il y a peu de temps, Someboy Vrenon, qui lui est un Instagrammeur et qui a une chaîne YouTube aussi, et qui a un compte Twitter aussi. Donc c'est vraiment très vaste. Et donc ça nous permet, nous, de mieux comprendre les enjeux et de mieux les accompagner pour mieux répondre à leurs demandes. C'est ce qu'on fait et on essaie vraiment d'être là-dedans. Après, encore une fois, j'ai l'impression que on peut faire du documentaire musical comme on peut faire un autre documentaire sans forcément que ce soit du musical. Donc nous, on peut avoir des personnes à la SCAM qui viennent de tout bord. Mais on essaie vraiment de répondre à leurs demandes, à leurs attentes et surtout de participer à toutes les manifestations auxquelles on peut participer pour montrer qu'on est là et qu'on est aussi là pour eux, que la SCAM est aussi leur société. Parce que que ce soit des formats hybrides ou pas, on est auteur-autrice. À partir du moment où on fait une œuvre du réel, on peut tout à fait devenir membre de la SCAM. Et peu importe qu'on soit documentariste, qu'on fasse que des 52 minutes, si on fait du contenu sur Instagram, si on fait du contenu sur Twitter et pourquoi pas sur TikTok après, et que ça rentre dans le cadre du répertoire de la SCAM, c'est-à-dire le réel, il n'y a aucune raison. Et ces gens-là sont accueillis et avec plaisir, justement, parce qu'ils nous apportent énormément aussi. Pardon. Justement pour poursuivre sur ce sujet, comment ça a fait bouger les pratiques aussi, ces nouvelles écritures, ces nouveaux univers, ces nouveaux auteurs et nouvelles autrices. Voilà, que ce sont des personnes qui n'avaient pas forcément les codes du documentaire. Et ça, évidemment, c'est frappant et c'est intéressant. Et ce sont des gens qui ne venaient pas vers nous pour demander des aides au documentaire, qui sont assez codées, elles aussi, hein, malgré tout. C'est une certaine culture, c'est une certaine façon d'écrire. Ça repose beaucoup sur l'écrit. En France, on est voilà, culturellement très attaché à la forme écrite pour parler des projets. Voilà, et un vidéaste ou un réalisateur ou une réalisatrice ne sont pas forcément doués pour et parler de leur travail et écrire leur travail, écrire leur projet. C'est un boulot à part entière qui est extrêmement difficile. Et voilà, donc ce qui est arrivé, et nous, ce qu'on a souhaité, par exemple, avec la Bourse Impact, c'est justement
expérimenter des nouvelles manières de proposer les projets qui ne reposent pas entièrement sur l'écrit. Parce que ça, c'est une réflexion qu'on a pour la bourse documentaire en particulier, hein, et pour toutes les autres bourses, mais en particulier pour le documentaire, où ce sont 15 pages, enfin voilà, c'est une contrainte forte, hein, 15 pages, c'est pas 70 pages, c'est pas 45, c'est vraiment aussi difficile, mais c'est fait pour... voilà, cette contrainte, elle est faite pour être vraiment au cœur du projet. Mais en tout cas, voilà, on est souvent enfin, en difficulté, c'est pas tout à fait le mot, mais enfin, ça crée des tensions dans les discussions et dans la façon d'apprécier les projets. C'est que voilà, à la bourse documentaire, des projets peuvent être formidables à l'écrit, on a beaucoup de plaisir à les lire et tout ça, et puis voilà, des rushs sont fournis et tout s'écroule parfois. Et parfois, c'est l'inverse, des textes très, 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 très maladroits, des gens qui ne sont absolument pas doués pour ça, mais qui sont de formidables créateurs et créatrices. Et donc, nous, on veut pouvoir être ouverts. Enfin, et moi, vraiment, je bataille régulièrement en jury pour qu'on soit aussi attentif aux éléments visuels et sonores qui sont fournis que au texte. Et donc, la bourse Impact, ça a été l'occasion, je dois dire, pour moi, de mettre le pied dans la porte et de dire, ben voilà, on a de nouveaux auteurs, on a de nouveaux codes, de nouvelles façons de travailler. Des gens qui ne sont pas forcément habitués à passer par l'écrit pour réaliser leurs œuvres, mais parfois aussi, hein, parce que ce sont aussi des étapes très importantes dans la conception des œuvres, des vidéos, des films. Et donc, les conditions d'attribution ne sont pas les mêmes de participation. Ce sont des dossiers, enfin, c'est 3 pages qu'on demande au lieu de 15 en documentaire. Je peux vous dire qu'ils envient beaucoup, les vidéastes. Et c'est une vidéo de 5 minutes qui présente le projet et l'auteur, l'autrice, enfin voilà, qui présente la démarche. Donc voilà, ça a fait bouger ça aussi. Et bon, moi, je ne perds pas espoir que ça le fasse encore plus bouger du côté du documentaire et qu'on puisse, voilà, un jour apprécier des projets aussi, peut-être que sur des rushs fournis ou pas sur un prémontage, parce que c'est une aide à l'écriture. Hein, on n'est pas censé avoir tout tourné pour demander une aide à l'écriture, même si parfois ça arrive dans des formes très spéciales. Mais voilà, c'était la petite chose que je voulais apporter. Juste pour revenir sur les aides qui peuvent être ouvertes aux vidéastes au CNC, je voulais insister sur CNC Talent, parce que CNC Talent, mais il y a aussi le DICREAM. Donc c'est vrai que ces nouvelles écritures et ces nouvelles demandes on fait bouger les lignes du CNC, puisqu'on a créé des nouvelles aides, des nouveaux dispositifs, justement pour permettre l'émergence de ces nouveaux auteurs, de ces nouveaux vidéastes, et leur permettre effectivement d'accéder à un genre avec lequel ils n'étaient pas forcément familiers. Et puis peut-être qu'on peut aussi les voir évoluer dans des parcours avec des aides au Fonds d'aide à l'innovation, puis après, ou CNC Talent, mais finalement les voir arriver sur des canaux qu'on connaît un petit peu mieux, comme la télévision ou de l'autre côté le cinéma. Donc c'est des parcours qui sont aussi intéressants pour nous. Leur fil, évidemment, il y a plein de sujets. On peut passer une journée entière sur chaque table ronde, en fait. Est-ce que on a le temps pour quelques questions ou commentaires, hein, ou cas pratiques, des questions très très spécifiques sur des projets? C'est le moment. Si vous en avez envie, vous levez la main et puis on se déplace. À moins qu'il y ait pas. Alors, Olivier, Olivier, non, tu veux pas faire le micro? Bonjour, merci. Je ne sais pas si c'est vraiment une question, donc je vais m'aventurer. On m'a toujours dit récemment, et on est tout jeune dans la production de documentaires, on ne sait pas s'ils sont musicaux pour le coup. Il y en a un qui est ici, qui a été financé par le CNC Talent, qui s'appelle Citos, qui Kinshasa sur le qui-vive. Et vous nous direz s'il est sur un documentaire musical. Et en fait, l'auteur-réalisateur qui est à côté de moi m'a dit on finance un film avant de le tourner. Et nous, on est une plateforme site web en ligne internationale qui se focus sur l'Afrique et la diaspora. Et on se retrouve en fait à avoir énormément d'auteurs. Alors je ne sais pas à quel moment on différencie vidéaste et auteur, mais ces gens-là en fait n'ont pas souvent pensé à qu'il fallait écrire et du coup il fallait tourner. Par exemple, on sort aujourd'hui un documentaire sur le Soudan qu'on a financé à nos frais, tant pis, quoi, parce qu'en fait, ils étaient là-bas et que du coup, ils avaient ça. Ils ont vendu du reportage à TV5 Monde et puis ils ont dit, nous, comment on fait?
on a ce docu, bah, on les a aidés comme ça. Donc en fait, du coup, il n'y a pas de forme, quoi. Il arrive, il est tourné, quoi. Donc c'est limite ça leur expression. Et du coup, bah, on se dit, bah mince, bah, nous on va le financer, donc on va encore encaisser la prod. Et tant mieux, super, on est hyper content. C'est du web, on va pas faire d'argent, mais on va développer le projet. Et du coup, je me demande vraiment à quel moment en fait la SCAM et le CNC Talent se parlent, à quel moment les projets vont, parce que j'ai l'impression qu'il y a vraiment une différence entre. Et je vois que ça travaille sur ce truc-là en fait. Le web, c'est l'urgence. Donc on est sur des producteurs, des réalisateurs qui sont tous hybrides et qui finalement en fait, bah en fait ils réfléchissent pas, en fait ils y vont quoi. Il faut tourner quoi. Donc tourner ou écrire en fait, c'est vraiment variable quoi. Ou alors de la radio. Je sais que la SCAM va en radio, va aussi tout ça. Donc voilà, en fait, du coup, je me demande si cette réflexion que vous avez là, en fait, c'est ouais, on laisse la place et tout. La SCAM, je crois que c'est une sub par an, mais des fois, il y a le même auteur qui va avoir un deuxième projet qui va débouler. Et fait, ah, du coup, mais je peux pas aller à la SCAM cette année. Bah, tant pis. Du coup, CNT Talent, je trouve que ce qui est bien, c'est qu'on peut ouvrir plusieurs fois. Par contre, du coup, il faut les produire. Nous, on a ce documentaire va dans aide à l'éditorisation des chaînes YouTube. On a tourné les 6, mais ils sont pas finis. On n'a pas fait le compte rendu de prod, mais par contre, on a déjà commencé à réfléchir aux autres. On oh mince, on peut pas postuler. Donc il y a vraiment ce côté genre tempo, urgence, auteur, vidéaste, producteur qui accompagne les auteurs. Voilà un peu la question, le sujet. Ouais. Alors, il y a plusieurs choses dans votre remarque. C'est que, en effet, il y a des façons de travailler différentes. Je ne suis pas sûre que toutes les chaînes vidéo, enfin, ou tous les vidéastes du web travaillent dans cette urgence-là avec ce même tempo. Nous, dans les projets qu'on reçoit, c'est pas forcément toujours le cas. Ça arrive, mais autant qu'en documentaire, je dirais, que parfois en documentaire, effectivement, des gens sont dans l'urgence de tourner parce que l'événement, il arrive pas dans 6 mois, pas dans 10 ans, il arrive là, et qu'il faut y aller, quoi. Donc, pour ces projets, évidemment, c'est plus compliqué. Et après, il y a plusieurs raisons pour lesquelles on travaille comme ça. Parfois, on travaille comme ça parce qu'effectivement, le réel l'impose. Et là, c'est compliqué, effectivement, en termes de production. Nous, à Brouillon d'un rêve documentaire, même si dans le règlement, il est bien dit, cette aide ne s'adresse pas aux œuvres en cours de achevées ou en cours de production, c'est vrai qu'il y a une tolérance quand même. Hein. Si l'auteur ou le vidéaste est capable d'argumenter pourquoi il a dû tourner comme ça, travailler comme ça, pour X raisons, hein, parce que c'est sa façon de travailler très instinctive, qui passe d'abord par la vidéo et qui après peut-être se pense avec un temps de réflexion avant de rentrer en montage, etc. Ou parce que c'est l'événement en question qui a débarqué. Voilà, si l'auteur est capable de l'exposer, de l'argumenter, il est bienvenu. Il est tout à fait bienvenu. Parce qu'on soutient par exemple aussi des films d'archives. Hein, là, le matériau, il existe déjà, soit des archives privées ou publiques ou des journaux filmés. C'est tout à fait possible de demander une aide à l'écriture. Mais voilà, il faut rappeler pourquoi on demande une aide quand même. Hein. Ça reste une aide à l'écriture, c'est-à-dire pour penser le matériau avec lequel on va travailler. Après, il y a une autre question aussi, c'est que souvent, nous, des projets qui nous sont arrivés avec des tournages entièrement réalisés, c'est pas toujours que des gens qui travaillent dans l'urgence. C'est aussi des gens qui ne connaissaient pas les dispositifs d'aide à la création. C'est aussi des jeunes parfois qui, comme ils ont les outils, ils se disent tiens, allez, j'y vais et je dépose pas à telle ou telle aide parce que j'y connais pas grand chose et puis j'ai pas encore tellement confiance dans mon travail, donc je préfère me lancer dans la réalisation d'un film de 2 heures tout seul pour me prouver que je suis réalisateur, que je vais y arriver, que je peux y arriver, tout ça, et qui vient nous voir après avec ce matériau-là, 40 heures de rush pour demander une aide à l'écriture. Alors, si c'est vraiment une façon de travailler, moi je trouve que ça se tient complètement de venir vers nous pour une demande d'aide à l'écriture, pour nous dire, voilà, j'ai accumulé tout ce matériau, j'ai besoin d'un temps pour écrire, c'est-à-dire pour réfléchir. Hein, je veux dire, c'est pas obligé d'être un littéraire pour ça. Mais la plupart du temps, les gens qui travaillent comme ça, c'est un peu par défaut. Parce que soit ils n'ont pas confiance dans leur travail, ils n'ont pas encore trouvé leur propre façon de travailler, etc. Mais si ça n'est pas par défaut et que c'est une vraie façon de travailler, c'est possible. Enfin, il faut pas hésiter, je trouve.
Et la bourse Brouillon d'un rêve, excuse-moi, s'adresse à la création de chaînes, mais aussi au développement de chaînes existantes. Hein. Donc, pour poursuivre, pour faire la saison 2, ou il y a les 10 premiers épisodes, on veut faire la suite, etc. Et il y a un autre truc important que je voulais vous dire, c'est que cette bourse, elle n'est pas conditionnée au nombre d'abonnés. Voilà. On peut... Tant mieux si vous n'avez pas ce problème, c'est génial. Mais en tout cas, c'est important quand même, parce que voilà, on fait du vrai défrichage dans le bon sens du terme, du beau jardinage, quoi, je veux dire, pour faire émerger des plantes nouvelles, magnifiques. Oui, bonjour. Moi, j'avais postulé pour un documentaire transmédia, donc la chose qui n'existe plus, qui a une espèce de hype de 2 ans et qui n'existe plus, donc il n'y a plus vraiment d'économie, j'ai l'impression, enfin, sauf si vous me dites le contraire. Et donc, finalement, j'ai mis presque 1 an à écrire ce dossier Be the Change sur les solutions pour changer le monde, on va dire. J'ai interviewé plein de personnes. Et c'est vrai que c'est assez désespérant quand on postule à différentes aides et que, évidemment, on est refusé un peu partout. Alors que, bon, je l'ai un peu validé avec différentes personnes qui me disent qu'il est incroyable, ce projet, tout ça. Et on a juste un nom, finalement. On n'a pas, évidemment, d'accompagnement, d'explication. Enfin, c'est vraiment assez désespérant. Du coup, on arrête tout, quoi, parce qu'on se dit, voilà... C'est pas qu'on se dit qu'on est mauvais, c'est qu'on se dit, voilà, si la première étape est déjà même pas... on n'a même pas l'aide de l'aide, voilà. Et une deuxième petite question, c'est, j'ai un autre projet moi j'ai une collection d'art psychédélique et je veux faire une immersion psychédélique à travers un autre projet qui est type Atelier des Lumières, vous voyez. Et je me demandais si, voilà, c'est assez original, ça mélange le deep learning, l'intelligence artificielle, tout ça. Et je voulais savoir si ça pouvait rentrer d'une manière ou d'une autre dans une case quelque part. Parce que là aussi, ça demande énormément de moyens. C'est des années de boulot et qui sont, voilà, il y a un coup près qui dit, oh, allez, lui, on s'en fout. Je peux répondre. Alors pour ce qui est des retours suite au refus, je ne peux pas parler au nom de toutes les commissions du CNC et encore moins au nom de la SCAM. En revanche, au Fonds de soutien audiovisuel, nous, on s'attache, en tout cas, commission documentaire magazine, ainsi que la commission spectacle vivant, et je pense que Vidéoclip, c'est pareil, on s'attache vraiment à faire un retour à chaque fois aux producteurs, parce que nous, forcément, on est en lien avec des producteurs pour leur expliquer les raisons du refus ou pas du refus, du oui, hein, parce que c'est aussi toujours agréable d'entendre. Enfin, c'est constructif. Donc voilà, nous, on s'attache en tout cas à répondre au Fonds de soutien audiovisuel. Pour ce qui est de votre autre partie de la question, il y a 2 choses auxquelles je pense. Il y a le dispositif, le DICREAM, qui est géré par la direction du numérique. Alors, je ne pourrais pas rentrer dans les détails, mais peut-être que le DICREAM pourrait répondre à l'œuvre protéiforme dont vous parlez, ou aller voir le fonds Expérience numérique, tout simplement, parce qu'ils sont quand même sur des sujets, sur des œuvres immersives. Donc, voilà. Et à la SCAM, ça s'appelle la bourse Écriture et Formes émergentes. Alors, c'est pas hyper intuitif comme appellation. On est tous d'accord là-dessus. Mais ça existe. Voilà. Et ce que je peux vous dire, c'est que voilà, il faut s'armer. Hein, je veux dire, c'est sûr, en tant qu'auteur, je dis pas que c'est facile et que ça va résoudre tous les problèmes, mais il faut s'armer dans sa vie d'auteur, à savoir que certains projets ne sont pas, n'obtiennent pas d'aide, mais peut-être le prochain ou peut-être le 5e. Enfin, voilà, c'est vrai que c'est un long fleuve très peu tranquille, mais voilà, ça vaut le coup. Ce qu'on a mis en place, nous, en documentaire, on fait des retours. Si vous avez été jusqu'à la plénière, on fait un retour de lecture. Pour les autres disciplines, on ne le fait pas. Je le regrette, hein, moi, personnellement, parce que je trouve que c'est très important, mais on n'est pas en mesure de le faire. En revanche, on a mis en place, pour essayer de contrer ça, une permanence le 2e mercredi de chaque mois,
à l'espace Agnès Varda de la Maison des Auteurs, où vous prenez rendez-vous et on discute pendant une demi-heure de votre projet. On vous explique Brouillon d'un rêve, on essaie de vous aiguiller, de vous donner le maximum de conseils pour déposer les projets et pour vous donner aussi les lignes éditoriales de chaque bourse. Voilà, pour vous aider au maximum et que vous sachiez si ça vaut le coup de déposer à Brouillon d'un rêve pour ce projet ou pour le prochain. Ou, voilà. Venez nous rencontrer, quoi. Appelez-nous. Nous n'écrivez pas des mails trop longs. Appelez-nous. Voilà. Bon, on note le message qui est passé, je pense. On va devoir conclure car on a tous faim. Merci beaucoup à toutes et à tous d'être venus avec nous aujourd'hui. Merci à vous. Et on se retrouve donc, si vous le souhaitez, à 14h30 avec l'équipe de Lost in Traplanta, qui est une initiative assez originale que Arte a coproduite. Nous avons d'ailleurs Soutenu par le CNC. Soutenu par le CNC, j'allais en parler. Marianne Lévy-Leblon sera présente, responsable des coproductions à la direction du développement numérique d'Arte. Ce serait aussi l'occasion peut-être d'évoquer des projets pro Arte en ligne. Et nous serons avec Mathieu Rocher et Sarah Brucker, qui sont les auteurs et les porteuses du projet. Et à 15h45, rencontre avec Dolores Émile, responsable des séries documentaires sur Netflix France. Donc ça sera l'occasion de lui poser des questions, évidemment, et de continuer à réfléchir avec nous à cette question du documentaire musical. Merci, bon festival, bonne journée professionnelle, et puis à bientôt. Voilà, et bon appétit.